La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Épisode 3 avec Gus, Augustin Sayer et moi-même. Alors l'épisode 1, tu me le rappelais à l'instant, c'était la martingale, il y a bien longtemps quand même. À l'époque où toi tu étais encore chez nos amis de Newfound. C'était mon premier exercice avec toi et en le réécoutant, j'ai trouvé que j'étais pas assez, je répondais pas assez vite à tes questions. C'est l'épisode 1. Straightforward. Épisode 3, là, le deuxième, c'était un peu les débuts d'OVNI. En tout cas, moi, je découvrais l'aventure. Et maintenant, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas de l'introspection, c'est plus, je pense au contraire, de vous expliquer un peu ce qu'on a fait et plus du building public dans les grandes lignes. Voir un peu ce qu'on a fait depuis cet épisode, donc en février 2023. Je crois. Et donc pas loin de 2 ans après, enfin 18 mois, bon, combien on a levé, ça on le sait, mais on pourra le rappeler, dans quoi on a investi et où est-ce qu'on va de demain. Je sens qu'il y a pas mal de grandes news, hein. Je vais pas tout spoiler, mais il y a des bureaux qui s'ouvrent un peu à l'international, plusieurs. Il y a des ambitions diverses et variées. Il y a des questions qu'on se pose sur lesquelles on a des avis convergents et divergents, mais c'est très bien. Il y a des bons investissements, en tout cas, des bons réinvestissements et des trajectoires assez sympas. D'autres un peu moins radieux, mais on n'a rien de catastrophique encore. On touche du bois. Ça te va comme programme ? On a une bonne dynamique, ouais. Ouais, bonne dynamique. Très bonne dynamique de groupe. Écoute, super programme, recap 2023-2025 et que devient OVNI en 2026? Ok, bon, le spoil, je vais pas le dire jusqu'au bout, mais Augustin va déménager dans 2 semaines. Waouh, chaud. À San Francisco. Ah non, je voulais pas dire où. Voilà, tu m'expliqueras pourquoi. Alors, OVNI, VC, qui est devenu OVNI Capital, hein, parce que on avait dit pourquoi d'ailleurs, parce qu'on a voulu voir plus grand, c'était quoi? On a voulu voir plus grand, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, je sais même pas si on devrait enlever Capital. OVNI. Ok. Mais moi, le point VC est devenu le point capital c'est déjà ça. aussi. Ton email, c'est Mathieu@ovni.capital. Balance pas mon email. et voilà, moi déjà, juste en préambule, je suis hyper content de ces podcasts que je fais avec vous, avec toi. De temps en temps, t'es au bout, de temps en temps, t'es pas là. De temps en temps, on a des confrères, des consoeurs. Je trouve ça trop cool. Je me régale. On a aussi toutes les boîtes désormais dans lesquelles on investit qui passent à mon micro. Et c'est extra. Je prends mon pied, mais de manière, je te l'ai jamais dit comme ça, mais sincère. Je redécouvre, je découvre le monde de la deep tech. J'ai l'impression de voir le futur par moment, tu vois, par des trucs où je vais en avoir un qui me montre des drones civils, c'est Rift, ouais. Je vais en avoir une qui me parle de ces briques chauffantes pour les industries. Tu dis, Léa et pire. Et au début tu te dis ouais, c'est low tech, non, pas du tout. Enfin voilà, c'est extra. Du Bacta par-ci, du encoding par-là, des boîtes, des trajectoires incroyables. C'est rafraîchissant, c'est épanouissant, et puis pour finir, ça donne foi en l'entrepreneuriat français que je trouve on bâche, et en la France qu'on bâche assez volontiers en ce moment. Je prends juste un exemple et après je me tais, mais sur les drones, je pensais vraiment qu'on était à la ramasse, mais vraiment à la ramasse, et en fait on était à la ramasse, mais on l'est de moins en moins et ça bouge vite. Il y a une base à Mayotte? Non, à Montigny. À Brétigny. À Brétigny. En effet, ouais. Où il y a plein de boîtes qui s'activent, qui font des drones de différents, certains civils, certains militaires, certains de surveillance, certains de défense, certains d'attaque. Et tu dis, c'est quand même assez cool qu'on n'ait pas que d'assaut en France pour nous protéger. Quand l'État le veut et le permet, je pense qu'il peut faire des choses magnifiques. Hein. Ouais. On voyait dans les années, enfin, il y a une vidéo qui avait buzzé dans les années 70-80 où tu vois à quel point si l'État flèche ses dépenses vers de l'innovation, en fait, on peut accomplir beaucoup. Aujourd'hui, oui, il y a c'est moins fléché, mais quand c'est fléché, en effet, sur les drones, il y a des initiatives qui sont porteuses. Raconte-moi, toi, comment t'as vécu ces 18-20 mois qui nous séparent de notre dernier épisode? En fait, on arrive à 36 mois, je crois. 23. Non, mais
24. Non, je calculais. Et en fait, ça fait 3 ans qu'on s'est lancé sur ce projet. Mais tu as raison, moi, je suis arrivé un peu plus tard. T'es arrivé un peu plus tard. C'est pour ça que ton calcul est bon. Mais en fait, 36 mois. Alors moi, j'ai rejoint l'aventure en janvier 2023. Ok. Et on avait, je pense, 5 millions sous gestion. Hein. Et dans notre tête, et je pense que t'étais là, Arnaud était là, Thomas était là, on se disait, si on arrive à lever 25 millions, c'est absolument génial. Je pense que on se disait, mais c'est une réussite folle et notre premier fonds, c'est un fonds de 25 millions. Et ça a été très dur de lever. Moi, c'est aussi pour ça qu'on s'est associé avec Arnaud, c'est qu'on était très complémentaires dans la manière de vendre, dans la manière d'investir, dans la manière de fédérer les gens. Et dans les moments durs comme dans les moments forts, on était ensemble pour passer de 5 millions à 13 millions, à 20 millions, à 28 millions. Et en fait, il y a eu un déclic. Ça a basculé en novembre 2024, moi je Exactement. me souviens. Ouais, je me souviens, j'étais aux États-Unis. Ce qui est marrant, c'était je sais pas, toi un peu, le stress d'Arnaud. À un moment, ça a bloqué un tout petit moment. C'est passé de 28 à 35, puis de 35, c'était plié, c'est parti à 52 du jour au lendemain. Ouais, exactement. En fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que au début, en fait, on en a un peu parlé, mais en janvier 2023, on arrive, on dit bon allez, on va faire un fonds de venture capital qui investit véritablement dans ce que le venture capital doit investir. C'est-à-dire quoi? Des technologies de rupture. Tu parlais de deep tech qui te font rêver le futur. En fait, le venture capital, il est fait pour financer ce type je dirais pas d'invention. La définition que j'aime bien, moi, c'est la science appliquée. Donc, c'est pas de la science fondamentale. La science fondamentale, c'est de la recherche. Science appliquée, c'est une science qui a été prouvée. Et en fait, le venture est bon pour financer le go-to-market de sciences appliquées. Et en fait, c'est ça qui nous anime. Et donc, en fait, en janvier 2023, on commence à dire aux gens, regardez, on va faire du venture capital, on va investir dans encoding, dans des interposeurs photoniques. C'est le futur des semi-conducteurs parce qu'on va passer d'un semi-conducteur qui communique via des fils de cuivre à qui communique via de la lumière. Je le simplifie. Hein. Pour moi, je dis que c'est de la fibre optique plutôt que du cuivre. Que de la DSL, on va dire. Ouais, ok. Et en fait, c'est vrai que les gens nous ont regardé, c'est des malades, c'est des fous. En France, on sait pas financer ça. Et déjà, il faut avoir un besoin d'être international dès le début. Et nous, notre positionnement, il était très assumé. On va investir dans des deep tech européennes, françaises notamment, et on va les forcer, on va les pousser à partir à l'international, de préférence les États-Unis, le plus tôt possible. Et ça, en fait, je suis un peu allé sur une tangente, mais pour expliquer que quand on a commencé à lever, on a expliqué ça à nos souscripteurs. Enfin, pas nos souscripteurs, mais des souscripteurs potentiels. Ils nous prenaient vraiment pour des fous. Hein. Et ils disaient, vous êtes gentils, mais le VC, c'est long, c'est compliqué, c'est pas ce qu'on veut. Et en fait, pour arriver à ces 60 millions, parce qu'au final, on a levé 60 au total, en fait, on a très vite vu que les institutionnels, les fonds de fonds, ça les intéressait pas, ils n'y croyaient pas. Ceux qui mordaient rapidement, c'était les entrepreneurs qui avaient fait des exits, qui aimaient un petit peu notre thèse, qui était relativement nouvelle, en tout cas, sur le marché français. Il y a pas d'autres fonds vraiment qui faisaient ça. Et aujourd'hui, il y en a pas vraiment qui en font en France. Ce qui est marrant, c'est c'était très clair déjà qu'on serait très, très deep tech. Pour moi, c'était pas si clair au tout début. C'était pas clair. Ce qui est vrai, c'est un bon point, j'aime bien que tu me challenges là-dessus, c'est qu'en fait, notre thèse, elle s'est raffinée au fur et à mesure. Je t'avoue qu'en 2023, quand tu disais j'ai investi dans de la deep tech, ça fait peur aux gens. Les gens se disent deep tech, ça met 16 ans, 20 ans, 30 ans, enfin, je vais jamais revoir mon argent. Ou je vais le revoir, mais je serai très vieux. Mais en fait, la manière dont on essayait de la définir à l'époque, on disait produit tech-centrique. Ça veut dire, on disait qu'il y avait une tech au cœur du produit. En fait, une vraie barrière. Le vrai problème, j'ai l'impression que je le répète assez souvent, même sur les plateaux, le vrai problème de l'Europe, c'est qu'en fait, il n'y a pas suffisamment de capitaux. Ça, c'est un problème, on le sait. Heureusement, il y a la BPI, le FEI, KfW, mais il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de fonds de pension, enfin, il y en a très peu. Donc, il n'y a pas de capitaux. Et donc, sur des dossiers un peu SaaS où il y a besoin d'argent très vite, très rapidement, on perd face aux Américains. On perd face aux Israéliens qui sont en 51e État des États-Unis dans la tech. Donc les capitaux israéliens, ils sont américains. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les Israéliens, généralement, ils commencent leur boîte, ils sont déjà aux États-Unis, et donc en fait, les Américains les voient un peu comme une extension. Mais l'Europe, c'est très compliqué de se battre contre ces deux pays-là, en tout cas.
là où on peut gagner, c'est s'il y a une vraie innovation technologique, où c'est pas l'argent qui va faire qu'on puisse rattraper une innovation. Ce que je veux dire, c'est on a une boîte dans notre portefeuille qui s'appelle ResolveStroke. C'est une technologie qui permet de transformer la qualité d'image que donnent des scanners ultrasons en une qualité d'image d'un IRM. Ça, il y a 10 ans de recherche. Ouais, ça transforme un généraliste comment t'appelles ça, ce qui sert à faire une échographie en un véritable IRM. Enfin, comme si tu fais l'IRM, tu sais, quand t'es dedans. Ouais. Et en fait, ça, il y a 10 ans de recherche. Même si, on va dire que c'est la bonne solution, c'est une bonne idée. Même si un Américain se dit, non, mais c'est génial ce qu'ils font. Allez, on met 20 millions sur la table, on va copier-coller. Ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Il y a 2 à 3 ans d'R&D pour les rattraper. Sur un SaaS, un e-commerce, une marketplace, les Américains voient une innovation européenne, ils mettent 100 millions, ils embauchent des entrepreneurs qui en sont à la 2e, 3e, 4e boîte, et notre boîte, elle est morte. Tu veux dire qu'un Lovable, il est quand même beaucoup plus menacé que ces boîtes-là? Lovable, j'ai pas une conviction sur le marché à terme de Lovable, mais j'espère que Lovable va fonctionner, ou en tout cas va devenir le numéro 1 mondial du vibe coding. J'espère qu'ils vont battre un Replit, parce que ça viendra de l'Europe. Est-ce que c'est une boîte qui peut valoir 50 milliards? Je sais pas. En tout cas, c'est pas un dossier forcément que moi j'aurais regardé. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est notre thèse, c'est là où l'Europe peut gagner, là où l'Europe peut voir émerger des champions, peut créer des champions, peut rendre de l'argent à ses entrepreneurs, à ses employés, à ses investisseurs. Je pense que c'est dans les dossiers où il y a un vrai élément scientifique. Alors ça, je pense qu'on l'avait pas théorisé exactement, mais même si c'était le début de ChatGPT tel qu'on le connaît aujourd'hui, quand on a lancé OVNI. Mais en plus, l'univers du SaaS va quand même se trouver drôlement menacé par le vibe coding. Nous, on le voit au quotidien. En fait, il y a plein d'outils qu'on développe sur Lovable. Et quand je parle d'outils, c'est des outils potentiellement un peu vénères, hein, avec du paiement automatique, un branchement entre Penny Lane et Conto, que moi je facturais avec Cosa Vostra quand j'avais encore la boîte. 150 000 € à développer sur Salesforce ou en dur, tu vois. Enfin, c'est aberrant. Et ça, on le fait même pas 4 jours. J'ai 16 heures de travail sur Lovable, quoi. Mais tu vois, c'est un bon point. Et donc, je pense que les fonds le remarquent. Et les fonds sont en train de migrer petit à petit sur des dossiers beaucoup plus tech, beaucoup plus deep tech. Et donc ça, j'ai pas envie de dire qu'on était précurseurs, on était visionnaires, mais en fait, ça a été notre vision depuis le début. Et en fait, le jeu d'un fonds de VC, c'est quoi? C'est d'essayer d'avoir 10 ans d'avance sur les autres. Donc, je dis pas que l'on avait 10 ans d'avance, on n'a pas 10 ans d'avance, le fonds a 3 ans. Mais en tout cas, c'est toujours essayer d'anticiper ce qui va se passer. Donc, la deep tech européenne, c'est bien beau, mais pourquoi les SaaS européens n'y arrivent pas? C'est parce qu'il n'y a pas de marché unifié. Donc, la deep tech européenne qui scale sur le marché américain, c'était notre recette. Okay. Ça l'est toujours. On l'a vraiment théorisé aujourd'hui. On le répète, on le dit. On investit dans toute l'Europe. On ouvre un bureau aux États-Unis, à San Francisco, pour des raisons, on pourra y aller plus en détail tout à l'heure, mais des raisons très précises. On en a 5. Et c'est comme ça qu'on a fait nos premiers investissements. Et je pense que quand on a levé le dernier million des 60 millions, on devait avoir 12 ou 13 investissements dans le pipe. Enfin, investi. J'ai 1 million de questions sur les aspects deep tech. C'est que quand même, il y a pas mal de boîtes dans lesquelles on investit qui ont des grosses problématiques hardware. On est d'accord, c'est vrai. qu'on n'est pas tant sur du soft que ça. Même si elles ont potentiellement des problématiques de soft aussi, mais leur play est hardware. Quand on est sur de la deep tech et hardware, alors moi je reviens de Chine, on va sortir ça sur ma chaîne YouTube de Génération It Yourself, mais un docu en janvier, vers le 20 janvier, on a halluciné sur alors pas leur go-to-market, et même si on a aussi halluciné là-dessus, mais leur MVP, la vitesse à laquelle ils sont capables de déployer des trucs en test. C'est-à-dire que tu arrives autour des bureaux de DJI, le plus gros constructeur de drones au monde, ce bureau qui ressemble quand même à l'étoile de la mort. Enfin non, il n'est pas rond, mais il a un côté très côté obscur de la force. Il est sublime, c'est vraiment un monument. Dans quelle ville? À Shenzhen. Architecturalement, c'est à côté Google, Meta. J'ai pas vu Meta, mais Google et Apple, tout ça, c'est enfin
c'est moins bien. Et dans les environs, t'as plein de buildings, de trucs comme ça, et ça taffe, mais genre t'as des gens qui essayent des exosquelettes dans la rue, hein. T'as des gens t'as des endroits où toutes les pelouses publiques elles sont tondues par des étudiants qui essayent des tondeuses autonomes. Et en fait, tu vois ça. Tu sais, c'est un peu, quand t'es là-bas, t'as l'impression d'être dans la Silicon Valley, sauf que dans la Silicon Valley, il y a que de l'innovation en code, donc les gens sont dans les bureaux sur leurs ordinateurs. Pas drôle, tu vois. Et là, tu te balades et t'as l'impression d'être dans le futur. Nous, on est bourré de normes, de plein de choses comme ça. Est-ce que vraiment, on est le pays idéal? Est-ce qu'on va être capable de faire ça, d'accompagner ces boîtes-là, ou est-ce qu'on n'est pas juste trop freiné, on n'est pas doomed? Écoute, pas sur tout. Et en fait, je reviens sur mon point tout à l'heure. Dans certains cas, il faut pouvoir partir aux US, il faut pouvoir scaler aux US parce qu'il y a moins de normes aux US. Donc oui, c'est sûr que les normes européennes vont empêcher certains développements de sociétés européennes. Mais bon, nous, on n'investit pas là-dedans. Ok. Donc, l'autre question, c'est que j'ai enregistré un super épisode, tu l'as peut-être pas écouté encore, sur la martingale, avec Charles Becbédé. Tu l'as pas écouté, non? Non. Je te le recommande vraiment. On a investi avec lui sur un dossier. Ouais, lequel c'est? Resolve. Resolve, ok. Et j'ai adoré son approche. Bon, il est très deep tech. Il est beaucoup plus. Il est visionnaire. Il est visionnaire, mais il est plus. Lui, c'est plutôt le type qui viendra après nous, sur le tour d'après ou le tour encore après. Ouais. Et il me dit, en gros, tu vois, dans la deep tech telle que lui la voit, il me dit, entre le seed et le vrai go-to-market, tu peux avoir 5-6 étapes, quoi. Et il me dit, moi, je rentre entre 3 et 4 et je ressors à 6-7, mais potentiellement même avant le go-to-market et le vrai lancement du produit. Et ça, c'est la beauté de la deep tech. Mais alors, ma question, c'est, nous, on est plutôt entre 0 et 1, ou 1, 2, mais on est très tôt. Bien sûr. Et lui, il me dit, je sors avant potentiellement le lancement de produit. Nous, comme on n'est jamais sorti, quelle ambition tu vois dans nos invests là-dessus? Nous, on est sur un modèle de seed. Ça veut dire qu'en fait, chaque boîte, il faut qu'on se dise qu'elle puisse faire un jour x100 par rapport à l'investissement qu'on va mettre. Sinon, on fait prendre trop de risques à nos souscripteurs. Si on fait, en fait, ce que je veux dire, c'est que si on investit sur des boîtes qui au maximum font x10, x20, enfin, le modèle ne tiendra pas. Il faut que toutes nos boîtes, on ait une conviction que ça puisse faire x100. Et souvent, les gens critiquaient la deep tech en disant, non, mais la deep tech, ça met 16 ans entre tu commences le projet et la boîte se revend. Mais la beauté aujourd'hui du fait que, tu le remarquais tout à l'heure, mais tous les fonds vont commencer à se mettre sur la deep tech. Tous les fonds réalisent qu'en fait, le retour du venture capital, c'est investir sur technologies disruptives. C'est qu'on va avoir des opportunités de sortie avant même que la boîte IPO. On va avoir des opportunités de sortie avant même que la boîte fasse le moindre chiffre d'affaires. En fait, avant, on disait le SaaS, c'est pour ta série A, il faut faire 100 000 de MRR, de revenus recurring monthly. La deep tech, c'est étapé en fonction d'accomplissement technologique. Oui. S'il faut demain, Encoding, t'as un Nvidia ou un de ses concurrents qui voit le gros potentiel du truc, avant même qu'ils aient le temps de déployer, ils vont se dire attends, moi 500 millions, le truc je le prends, je le garde pour moi, je garde le brevet, quoi. C'est exactement. Et c'est les rachats irrationnels qu'un fonds de VC recherche. C'est quasiment plus proche quelque part du médicament, de la molécule que du VC play sur du business en SaaS, du software. C'est aussi binaire. En fait, c'est aussi binaire. Il faut assumer je sais pas, sur une binarité de nos investissements. On peut le dire sur le podcast. C'est toléré. Je pense que le monde du VC en Europe a du mal avec la prise de risque, assumer ce risque, en fait. C'est vrai que c'est très dur de se dire, bon, en fait, sur 30 boîtes, il y en a 25 qui vont aller au tapis. Surtout au début, en fait. Moi, je le vois. Ça va arriver, ça? En fait, je l'espère. Parce que si ça n'arrive pas, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas pris suffisamment de risques. Et donc, il y a peu de chances que les 5 boîtes qui réussissent nous retournent le fonds. Et vraiment, et tu regardes sur les stats, si t'as pas suffisamment de cas sur tes boîtes, c'est que t'as pas pris de risque, en fait. T'as pas pris, ou t'as investi sur des entrepreneurs qui prennent pas ce risque que tu souhaites, que tu recherches. Et c'est ça qui coûte très cher, en fait, je pense, au fonds européen. Mais je le vois bien. En fait, c'est marrant parce que c'était assez facile pour moi, en tant que simple directeur d'investissement, partenaire chez Newfund. Mais je vois bien en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, où je suis general partner du fonds, où en fait, mine de rien, il y a des comptes à rendre. Tu prélèves des frais, ces frais ils permettent de faire vivre ton équipe, mais ça abîme le retour de tes investisseurs. Donc en même temps où tu vois le cours de l'action de ton fonds, on dit une part, mais pour que ça soit plus parlant, qui diminue chaque trimestre parce qu'en fait tu rognes de frais,
Et derrière, il faut que tu aies des boîtes qui se fassent refinancer pour que ton action remonte. En fait, t'as pas envie que toutes tes boîtes se plantent trop vite. Et à la fois, ça, souvent, t'as plein de fonds qui évitent de faire des write-off, qui préfèrent perfuser certaines boîtes qui sont en PLS pour éviter d'avoir à la mettre à zéro dans leur PNL. Donc ça, c'est un ou deux qui se disent je vais pas prendre trop de risques au début parce que sinon mon action elle va très vite baisser et ça va inquiéter tout le monde. Mais en fait, il y en a un qui était il pouvait se le permettre, mais Vinod Khosla de Khosla Venture, il faisait un truc assez drôle, mais il se le permettait parce qu'il était connu. Il disait tous mes nouveaux investissements, je les write down à zéro, je les mets à zéro. Et donc en fait, c'était assez simple. C'est-à-dire que l'action, elle s'écroulait dès le début. Mais en fait, il dit, non, mais de toute façon, je m'en fous. Sur mes 30 boîtes, il y en a 4 qui vont marcher et je vais tout mettre sur ces 4 boîtes. Et il a eu des retours impressionnants. Il est devenu milliardaire lui-même. Mais en fait, moi, j'aimerais bien avoir ce courage-là. En tout cas, peut-être fonds 2, fonds 3, d'avoir un peu 2 actions. Peut-être l'action pour l'expert comptable, qui est l'action où c'est la valeur, c'est la valeur relative de... Pour le fisc aussi, peut-être. Ouais, pour le fisc, non, mais... je sais pas à quel point t'es fiscalisé, comment ça fonctionne. Non, mais non, c'est pour éviter de faire peur aux souscripteurs. Ouais. Et un message aux souscripteurs en leur disant, écoutez, on va mettre tout à zéro dès le début. Et comme ça, vous allez voir vraiment la création de valeur qu'on peut faire avec les boîtes. Et en sachant que la plupart des boîtes vont aller à zéro. Super intéressant. Il y en a des souscripteurs, des LPs, oui, des souscripteurs qui te posent des questions, qui sont inquiets, non? Non, inquiets, il y en a pas. Ils sont comment, les souscripteurs devenus? Allez, dis-moi. Non, mais ils sont relous. Non. Non. Ouais, putain, tous. Non, tu sais quoi, je pense qu'ils ont adhéré au projet parce qu'ils ont vu des entrepreneurs et ils ont trouvé la thèse intéressante. Je l'espère. Ils sont tous vraiment supportifs. Ils nous aident, il y en a qui nous posent beaucoup de questions. En fait, il y en a qui sont inquiets de par la nature des investissements qu'on fait. Mais en fait, ils sont contents d'avoir investi et ils comprennent qu'on va diversifier le risque et donc ça va leur permettre d'être exposés à des dossiers risqués, mais dérisqués. J'espère que, il faut bien suivre les podcasts que je fais avec pour au moins les LP d'OVNI, les podcasts que je fais avec les boîtes dans lesquelles on a investi parce que en fait, en l'occurrence, vous apprendrez plein de choses. Moi, à chaque fois, c'est rassurant. Je veux dire, c'est que de près de loin, il y en a je comprends pas bien et puis en fait, comme je pose bien les questions que je comprends pas et que j'hésite pas à faire le nœud, à la fin, j'ai quand même bien compris, quoi. Ouais, tu saisis ce qu'ils font. Mais c'est un bon point en fait, tu sais, au début, on a réussi à convaincre tous ces entrepreneurs qui tu vois, qui achetaient un peu qui en était la thèse, pas forcément les boîtes derrière. Mais petit à petit, en fait, il y a des institutionnels, des corpos qui se sont dit, OK, ils ont réussi à convaincre 190 personnes qui sont des entrepreneurs quand même symbole de l'entrepreneuriat français. Et donc ensuite, c'est pour ça que sur ta question de tout à l'heure, comment on est passé de 28 à 35 à 60 en fait, il y a eu un espèce d'effet où, OK, ils ont convaincu 190 personnes. C'est pas complètement mytho ce qu'ils font. Il y a du réel. Et puis il y en a beaucoup qui ont le seum, moi maintenant ça y est. Alors peut-être parce que c'est trop tard, c'est facile à dire après, mais de pas être venu. Moi j'en ai pas mal, je sais pas si t'en as beaucoup, mais moi j'en ai pas loin de toutes les semaines de gens qui me disent bon, tu mets sur le prochain, etc. Ouais, il va falloir leur montrer qu'on bosse bien. Qu'on fasse une adresse fond2@ovni.vc. On va dire qu'elle est faite et qu'elle fonctionne à partir de cet épisode. Comme ça, on pourra taguer toutes les personnes et on vous recontactera. Tu perds pas le nord. Non, mais moi, ma plus grande fierté, ça sera, tu vois, ça sera 2027. De leur dire, regardez, on a fait 25 investissements et regardez, on a réussi à investir avec X, Y et Z sur ces dossiers-là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 qui ont refinancé. Il y a cette boîte qui est en passe de devenir une licorne. Et on va devenir un vrai moteur de création de valeur. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y avait une autre angoisse que vous aviez là. C'était quand même de se faire kicker de pas mal de beaux dossiers. Parce que moi, c'est un des gros apprentissages que j'ai depuis le début d'OVNI. C'est que moi, de l'autre côté... en ayant été alors j'ai quand même eu un ou deux beaux dossiers pourtant j'ai peut-être pas eu les dossiers les plus bouillants mais j'ai quand même eu un ou deux beaux dossiers sur lesquels c'était sursouscrit mais peut-être pas sursouscrit, tu vois ce que je veux dire. Donc quand j'étais entrepreneur, moi je voyais un fonds, je le regardais, mais pour moi c'était merci d'investir dans ma boîte, tu vois, un peu. C'est ce que je regrette d'ailleurs, hein. Je pense que je viens d'un autre monde, un autre temps. Tu vois, mes premières levées de fonds, c'était en 2006. Les fonds, ça existait à peine. Enfin, tu vois, le VC, il y avait rien d'écrit dessus, quoi. Donc déjà, t'as quelqu'un qui vient chez toi, et en fait, là, j'ai découvert que, sur les très beaux dossiers, on était
la boîte voulait lever 5 millions et il y avait 40, 30 millions devant la porte qui étaient là. Et puis il devait dire, bon, alors attends, toi, vas-y, non, j'aime pas tes baskets, vas-y, toi, tu dégages, toi, t'es bien. Ok, toi, t'as une bonne tête, vas-y, rentre, chérie, viens avec moi. Hein. Ça, ouais. Et donc, c'est un peu la danse du ventre, comment on les aide, qu'est-ce qui se passe, etc. Et j'ai trouvé ça assez cool, parce que je trouve que ça rééquilibre un peu, ça remet quand même un peu l'entrepreneur est quand même la personne qui charbonne, même si les investisseurs prennent des risques. Nous, on investit chez un entrepreneur, et quelque part, ça stimule le fonds et les fonds là à dire oui, mais moi je vais être meilleur. Ouais, bien sûr. Et je vais être avec toi. Et ça, on a été bon, je crois, parce que moi j'ai pas trop de dossiers, il y en a peut-être eu un. Et il y a eu vraiment des dossiers où on s'est fait kicker. On a été bon, on peut toujours être meilleur. Ouais. Non, aujourd'hui on a investi en 18 dossiers et on en a perdu 2. Tu peux donner les noms ou pas? Compliqué, mais tu veux dire des boîtes dans lesquelles on a investi? Non, des boîtes dans lesquelles on n'a pas investi, dans lesquelles on s'est fait kicker. Pas investi. Alors je me souviens d'une qui s'appelle Brink, je peux le dire. C'était c'était il y a 1 an. Et l'autre, c'est marrant, c'était plus récent, mais je me souviens plus, on en a perdu. On a envie de les oublier, hein, celles-là. De toute façon, j'espère tout le bien pour elle. Ouais, vraiment, moi, bien sûr. Non, c'est pas ce que je dis, que c'est juste que c'est fail. Tu vois, t'as bossé dessus, tu l'as pas eu, t'as le seum, tu te dis bon, next, quoi. Mais statistiquement, on va avoir refusé plus de boîtes qui vont à IPO qu'on va investir dans les boîtes qui ont IPO. Donc, si, tu vois, il faut pouvoir avaler ce genre de défaite. Mais c'est un bon point, en fait. Alors, il y a 2 trucs. 2 sur 20, hein, c'est quand même bien. 20. Ouais, c'est pas mal. Mais franchement, on a charbonné. Et je pense que je comprends maintenant les gens qui disent, bon, le premier fonds, généralement, il perfs mieux que le fonds 2 ou le fonds 3, parce qu'en fait, c'est vrai que toute notre carrière se joue dessus. Donc, on a travaillé comme des chiens pour essayer de gagner ces 18 boîtes. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est... Il y a Thomas qui a pas beaucoup bossé. Mais je le balancerai pas. Mais Arnaud qui faisait des podcasts. Ouais, c'est clair. Du parachute. Non, mais il y a eu cette binarité qui est arrivée où en fait on l'a vu, le ventre mou du venture capital. Enfin, je me souviens plus très bien de la stat, mais je crois qu'entre 2012 et 2022, le financement VC est passé de 30 milliards par an à 300 milliards par an. Des trucs délirants. Et donc quand tu dis que ça fait x10, ce qui se passe, c'est que t'as toujours les belles boîtes, tu vois, les belles boîtes qui sont en haut, qui sont toujours financées par les mêmes beaux fonds, les Accel, les Index, les Sequoia, etc. Et en fait, tu as eu une espèce de ventre mou de VC qui a été financé par les acteurs du VC, mais temporaires, tu sais, les nouveaux acteurs, ceux qui se sont dit, tiens, on va faire du VC, c'est cool. Et ces acteurs, ils sont retirés petit à petit. Et donc, on est repassé dans un monde depuis 2023-2024 ultra binaire. Soit ton dossier est bon et tout le monde veut, soit ton dossier est mauvais et personne n'en veut. Et en fait, moi, je pensais que le plus dur, c'était de lever. C'est très dur. Mais je pense qu'une fois que tu as commencé à lever et que tu sors un peu de cette galère... T'es pas en vacances. Ouais, le plus dur, ça devient quoi? Ça devient de convaincre ces entrepreneurs à te laisser investir chez toi. Et là où on a été chanceux, faut l'admettre, il y a de la chance, mais comme mon père me le dit, il faut savoir provoquer sa chance. On a 190 souscripteurs. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, quelle emmerde d'avoir 190 souscripteurs, c'est de l'admin, je sais pas quoi. » L'admin, en vrai, aujourd'hui, avec l'IA, t'arrives à relativement Ouais. Exactement. Et en fait, nos 190 souscripteurs, on essaye de les solliciter. Ils sont super contents. Enfin, la plupart, je pense. On a un groupe WhatsApp. On a mis 250 personnes dessus qui sont tous directeurs, investisseurs, directeurs ou directement ou indirectement dans le fond. Et tu vois, à chaque investissement, on les a sollicités. On leur a dit, on investit dans cette société. Est-ce qu'on a besoin d'un connect chez Ariane Espace, on a besoin d'un connect chez EADS, un connect chez Airbus. Et en fait, on les a, ces connects. Et ces LP sont devenus des formidables alliés. Et puis sur l'analyse, quoi. Enfin, tu vois, on a du computer vision, on a meilleur mondial. Sur de l'IA, on a quand même des gens très, très, très solides. Je veux dire, dans tous ces secteurs, on est capable de dire, tiens, on a tel dossier, on n'est pas... ça nous plaît, mais on n'est pas expert. Est-ce que vous pouvez nous aider? J'ai l'impression que souvent, ça fonctionne. Hein. C'est marrant, il y a un assureur un jour qui nous aimait beaucoup et qui dit, moi, je vous aime beaucoup parce qu'il n'y a pas d'ingénieur dans votre équipe. Et il dit, vous n'avez pas le biais, il n'y a pas un ingénieur qui a ce biais juste pour un type de dossier parce qu'il a été formé là-dedans. J'ai rien contre les ingénieurs, encore moins les ingénieurs investisseurs, mais c'est ce qu'il me partage. Et en fait, il me dit, en plus, j'aime bien parce que non seulement il n'y a pas d'ingénieur, mais j'aime bien votre stratégie de solliciter vos 190 souscripteurs qui vont vous permettre d'avoir cette expertise sur tous les sujets.
Et donc d'éviter de combattre un biais inhérent au fait que j'ai une formation d'ingénieur chimiste. Voilà. Donc, ouais, je suis d'accord. Enfin, nos souscripteurs ont été clés dans la bonne compréhension, la conviction et même l'accompagnement de nos dossiers. Hein. C'est la suite qu'il va falloir enclencher maintenant. Donc, alors, avant de passer sur la suite, justement, c'est une bonne transition. Non, mais les dossiers, juste, on en loupe beaucoup. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de dossiers qui viennent à nous, juste pour expliquer en 2 secondes, sur les 20 dossiers ou sur les 18 investissements, combien on est allé chercher, combien sont venus à nous. Doigt mouillé, hein. Moi, je pense qu'il y en a 15 qu'on est allé chercher. En fait, aujourd'hui, c'est un jeu où faut aller chercher. Enfin, si tu vas pas chercher suffisamment. Mais c'est devenu extrême aujourd'hui. Hein. Avec Arnaud, il y a 6 semaines, on a fait l'aller-retour à Berlin pour essayer de convaincre. Bah tiens, c'est un des sujets qu'on a perdu, je peux le dire. Il s'appelle Momentum. Il est en Allemagne, donc je pense qu'il écoutera pas le podcast, parce qu'il parle pas français. Mais c'est un entrepreneur qu'on adorait. Et on arrivait un tout petit peu tard. Mais on était un des 3 fonds qu'il a vu, il en a vu que 3. Et c'est des moteurs pour drones ou fusées à partir de essence solide. Voilà. Okay. Et on adorait le gars, c'est Blue Yard, qui est un fonds allemand qu'on admire, qu'on aime beaucoup, qui a gagné ce dossier. En fait, je sais même pas s'ils ont gagné, c'est juste qu'on est arrivé, il était prêt à nous filer 100 à 200 000 euros. Et même ça, en fait, c'était compliqué de se battre pour les 100 à 200 000. Ouais. Ok. Intéressant. Bah, merci pour le partage. Et la suite, ça va être, en effet, d'essayer de trouver les dossiers qui nous chauffent. Pardon, vas-y. Non, mais en fait, qui nous chauffent. Donc, excuse-moi, c'est ta question. C'était 15 qu'on est allé chercher et 3 qui sont venus vers nous. Ouais, en fait, je suis en a 2 des investisseurs nous les ont envoyés. Okay. Il y en a un, vraiment, il y en a qu'un. Je regardais l'autre jour, qui nous a écrit. Et c'est marrant, hein. Il y en a qu'un qui. C'est pas assez, ça, je trouve. J'aimerais bien que ce soit plus. Le problème, c'est que dans l'inbound, c'est très connu chez tous les fonds. Ça a jamais fonctionné énormément, même si encore moins aujourd'hui. Mathieu. Le meilleur conseil que je peux avoir pour les entrepreneurs, c'est qui veulent lever, n'écrivez pas au fond. Il y a tellement d'autres manières aujourd'hui. Oui, après, il y en a qui m'écrivent aussi, et du coup, que je renvoie. Il y en a qui vous écrivent, donc c'est aussi une forme d'inbound. Avec toi, c'est peut-être différent, parce qu'ils te voient comme un business angel. Ouais. Et si tu les renvoies, ça, c'est différent. Donc, c'est plus, tu vois, non seulement t'es partenaire dans le fond, mais t'es aussi investisseur. Donc, tu fais partie, enfin, ça ferait partie des 2 dossiers que nos investisseurs m'ont envoyés. Mais je ne dirais pas à quelqu'un qui veut faire une levée auprès d'un fonds de l'envoyer directement au fond. Aujourd'hui, en fait, c'est devenu un jeu où sur LinkedIn, vous vous mettez en stealth et tous les fonds vous écrivent. Qu'est-ce que tu veux dire en stealth, pardon ? Tu sais, tu vois les entrepreneurs qui disent I'm building something. Ah, ok. Building something new. Ouais. Stealth. Et en fait, juste ça, moi, je regarde le profil du gars, je regarde, tu vois, quelle expérience il a. J'ai fait Palantir. Voilà, il a fait 3 ans chez Palantir, 3 ans chez une autre scale-up, peu importe. J'ai fait directeur de l'IA chez Meta pendant 10 ans. Ouais, bon, ça va être compliqué. Ça, en fait, ça, tu sens tu sens la levée à 500 millions, tu dis, ouais, bon, laisse tomber. Mais en revanche, t'as raison, il a fait 2 ans chez Palantir, 2 ans chez Meta avant, il y a marqué working on something new in cybersecurity. Tu lui écris. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, en fait, ça devient un jeu. Alors, c'est un bon point. C'est quoi la suite? Aujourd'hui, bon, oui, tu peux lui écrire, mais il y a déjà 3 autres fonds qui lui ont écrit. Oui, tu peux lui dire, je vais te faire 190 intros. Mais en fait, tout le monde aujourd'hui bosse comme des chiens pour faire des intros. Enfin, tout le monde, pas tout le monde, mais les bons fonds, ils vont réaliser qu'ils peuvent faire ce travail pour gagner un dossier. Et c'est là où on a vraiment essayé de réfléchir. Ça fait 3 ans qu'on dit à nos investisseurs, vous développez le produit en Europe, mais il faut le scaler dans un marché unifié, celui des US. Pourquoi ? Parce que le marché est unifié, 1, et 2, il y a beaucoup plus de capitaux là-bas. Et en fait, ça fait 3 ans qu'on leur dit, partez. Et ça fait 3 ans qu'on a la réponse. Où est-ce qu'on va ? À qui on parle ? Quel visa ? Quel comptable ? Quel fonds ? Et en fait, avec le mot quel fonds, on a commencé avec Thomas et Arnaud à se dire, OK, à quel fonds il faut qu'ils parlent ? Et donc, on est parti à New York, on est parti à San Francisco, on est allé à Slush, on a mis un peu de moyens sur Slush pour essayer de rencontrer tous les fonds de série A Deep Tech et même les fonds de série A plus généralistes pour leur dire, regardez, on s'appelle OVNI, on a un portefeuille relativement intéressant de sociétés, vous devriez les rencontrer.
Et c'est comme ça que, en fait, on s'est dit, OK, c'est bien, on commence à développer ce réseau de fonds de série A, fonds de seed qui peuvent co-investir ou réinvestir dans la boîte, mais il faut faire plus. Et en fait, c'est comme ça que cette idée de bureau San Francisco a germé. Quand tu regardes aujourd'hui les fonds français ou les fonds européens qui ont un bureau aux États-Unis, il y en a très peu. Moi, je dirais qu'il y en a 5% max. Et là où je pense qu'on innove, et c'est pas un secret, sur les 5% des fonds européens qui ont ouvert un bureau aux États-Unis, ils ont quasiment tous fait la même chose. Ils investissent dans les boîtes américaines. Ils investissent dans les boîtes américaines. Et je pense... C'est la première question, je me suis dit, mais moi, quand vous m'avez dit ça au début, que tu allais t'installer là-bas, je dis, mais on n'a déjà pas assez d'argent chez nous, qu'est-ce que vous allez aller investir dans les boîtes américaines? Je me dis, non, Mathieu, on va pas faire ça. Donc, vous m'avez un peu rassuré, parce que moi, je me suis dit, bon, mais donc, qu'est-ce que tu vas faire là? On va pas faire ça. Et tu vois, il y a des fonds... Alors, moi, je vais pas cracher sur... Je suis pas la science infuse, ça fait 3 ans que j'ai monté le fonds, il y a quand même des vétérans de cette industrie qui ont tout vu, mais il y a des fonds qui ont eu la bonne approche, qui se sont dit, on va essayer d'embaucher un local connu, etc. Mais c'est une hérésie de penser que un jeune fonds européen puisse investir sur les meilleurs dossiers américains. Enfin, c'est très, très, très compliqué. La plupart ce qui va se passer sûrement, c'est que ces fonds-là vont investir dans des bourses locales et au bout de 2-3 ans, vont rentrer en Europe. Et donc, nous, on fait un pari assumé. On dit, on n'investit pas aux États-Unis. Enfin, c'est pas l'objectif. On veut pas investir. On vient pas en disant avec nos gros bras, en disant, on va se battre contre les Américains. Je pense que si on dit ça, on va perdre. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? En fait, il y a 5 points importants. Le premier, tu parlais de la transition, enfin, tu parlais de comment on fait pour gagner ces dossiers. Mine de rien, aujourd'hui, sur des deals qui sont sursouscrits, tu leur dis, on a un bureau aux États-Unis, on a un partenaire aux États-Unis. On est présent là-bas. Et ça, c'est débile. Mais en fait, l'entrepreneur dit, OK, ils ont déjà ce mindset international. Ils n'arrêtent pas de m'en parler, mais au moins, ils le font eux-mêmes. Non, mais je veux dire, et ça, je le vois sur Cosa Vostra, je l'ai vécu, l'agence. On a ouvert un bureau à Londres. Et du jour au lendemain, on est devenu une agence internationale. Pas une agence anglaise, pas une agence londonienne. C'était pas notre intérêt. De toute façon, pareil, hein, les Londoniens, ils n'ont pas attendu Cosa Vostra pour avoir une agence. Et en fait, l'aura internationale, alors ça fait que certains de tes clients, déjà tu peux les voir à Londres, tu vas les voir à Londres, tu as des équipes quand même qui vont les voir là-bas. Mais c'était surtout des clients, finalement, soit des Américains qui voulaient venir en Europe, soit des Européens qui voulaient aller worldwide, soit des Européens qui voulaient aller en Angleterre, mais finalement c'était assez rare parce qu'ils prenaient plutôt une agence anglaise. Et en fait, l'idée c'était plus de se dire, on a des anglophones, on shift une bonne partie de notre travail en anglais, voire la totalité, sauf l'admin, et en fait ça a tout changé. Je pense que là-dessus il y a du vrai. Il y a une question de dire j'ai un bureau là-bas, tu peux venir chez nous bosser, etc. Ou tu vas prendre de place dans la WeWork. Écoute, alors c'est intéressant. On a un bureau là-bas, et il y a 30% de vacancy dans les bureaux de San Francisco. Donc je ne te mens pas quand je te dis qu'on paye $450 un bureau fermé dans un WeWork dans une tour iconique de San Francisco. Moins cher que Paris. Ah bah c'est 3 fois moins cher que Paris. C'est ça qui est dingue. Hein. Ça va peut-être remonter avec l'explosion de l'IA là-bas, mais en tout cas, en effet. Donc ça c'est le premier. On est là-bas. On est physiquement là-bas. On a quelqu'un qui travaille là-bas. Bon, aujourd'hui c'est moi. Quand le podcast sortira, on enregistre le 16 décembre, mais quand ce podcast sortira, je serai physiquement là-bas. Ok. Et donc je pense que ça c'est le premier. Le deuxième, et c'est lié, en fait, on a fait la démarche de s'incorporer là-bas. On a fait la démarche de prendre un comptable. On a fait la démarche de prendre un avocat. On a fait la démarche de comprendre tous les visas pour permettre à l'équipe de travailler là-bas s'il le souhaite. On a une société américaine. On a la structure française détient une structure américaine. Dans le Delaware. Dans le Delaware. Mais enregistré en Californie. Et alors toi, t'as acheté une Gold Card Trump Card. J'ai payé 5 millions pour 2 millions avec l'argent de OVNI, bien sûr. Voilà. Non, j'avais une facilité. On dépense bien l'argent, nous, on investit. Nous, on est entre 2 fonds. On est entre 2 levées de fonds. Moi, j'avais une facilité pour déménager là-bas, que j'utilise. J'y pars bientôt. Et donc ça, c'est le deuxième point, c'est en fait le prochain entrepreneur qui vient, on va lui dire, tu devrais parler à cette personne, tu peux venir dans nos bureaux, tu peux même venir chez moi une semaine, enfin tu vois. Et ça, c'est débile, hein.
Là, les 2 premiers points, c'est des points qui Ta sont... femme était déjà ravie, maintenant, elle va être contente. Oui, bon, attends, il vient dans le salon, t'inquiète, mais... Écoute, ma femme, elle est heureuse. Tu sais, elle vient notamment du Mexique, et donc ça la rapproche de sa famille. Donc, Ok. Donc ça, c'est les 2 premiers points. Et ensuite, il y a les 3 points qui sont beaucoup plus value-add pour nos boîtes. Mais ces 2 points, les 2 premiers, c'est des points assez concrets, et en fait, qui nous font, 1, gagner des dossiers, et 2, qui permettent à nos boîtes de plus facilement les convaincre de partir aux États-Unis. Il y a un point, avant de passer sur les 3 derniers points, pourquoi on a un bureau là-bas. Les Français, en fait, t'as beau leur dire, il faut que tu partes aux États-Unis. Au moment, c'est assez dur de les convaincre d'y partir. Et au moment où ils se disent, OK, j'y pars, en fait, ils vont à New York. Parce que New York, c'est 6 heures de vol, c'est 6 heures de décalage. C'est plus simple, en fait. Mais New York, pour y avoir passé quasi 20 ans, ce n'est pas là où ça se passe, le métier. Peut-être si t'es une fintech, et encore. Les médias, à la limite. Mais adtech, voilà. On me dit adtech souvent. Mais en fait, ça ne passe pas. Et c'est marrant parce que c'est Pierre Entremont de First qui me l'avait dit, qui est passé sur Génération de Yourself, qui m'a dit, c'est marrant, il me dit, il n'y a pas de décacorn à New York. Et je lui dis, mais pourquoi tu penses qu'il n'y a pas de décacorn? Et en fait, pour avoir vécu entre 15 ans et 35 ans quasi à New York, c'est une ville qui est magnifique, c'est une ville qui est géniale, c'est une ville qui est amusante. Tu peux travailler, mais tu peux aussi faire plein d'autres trucs, profiter de la vie. Alors que San Francisco, c'est Hugo M. Salem de Intuition qui s'est fait clasher parce que sur Twitter, il a dit « It's a boring city ». Et c'est marrant parce qu'en fait, bon, il s'est fait clasher, mais il a raison, en fait. Il a raison, c'est une ville où n'importe où tu vas, bon, déjà, c'est pas New York, c'est pas ouvert 24 heures sur 24. Il y a beaucoup de quartiers où il y a que des maisons. C'est une ville, il y a que des maisons. Ou des deux darons, de crackhead ouais, ça, je dirais pas. Et de... Non, mais et tu vas dans n'importe quel cafétéria, t'as pas de banquier, consultant, avocat. Enfin, t'en as, mais t'as surtout des gens tout autour de toi qui sont en train de parler de comment on développe le prochain produit. Comment on améliore le business model. Quel UI on devrait utiliser pour améliorer ce produit. Et c'est vrai qu'il y a en fait, il n'y a pas grand chose à faire. Donc, t'es concentré sur le business, t'es concentré sur le produit. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que si on arrive à convaincre l'entrepreneur, et donc en fait on a eu ces discussions avec Arnaud et Thomas, on s'est dit mais est-ce que pour ouvrir le bureau on ne partirait pas à New York, c'est plus simple, ça crée moins de désorganisation, parce que c'est vrai que ça crée la désorganisation d'avoir 9 heures de décalage entre les partenaires. Et en fait on s'est dit non, il faut qu'on montre que ça peut fonctionner en fait, et que si une boîte française veut réussir, comme les Israéliens ont réussi avant nous, il n'y a pas de raison que les Français n'y arrivent pas. Il faut partir à San Francisco. Sachant que voilà, nous dans les discussions, je vous disais pas désaccord, mais moi j'en avais parlé à Arnaud, peut-être moins à toi, mais vous m'avez assez vite convaincu. Je crois que je t'en ai parlé, mais me poser la question de pourquoi finalement, moi ce que j'aime aussi dans OVNI, c'est ce qu'on côté OVNI, c'est une équipe très différente. Arnaud, il a pas la gueule de l'emploi, je l'ai déjà dit, on en a déjà parlé, mais il y a des gens... Non mais c'est vrai, tu vois, on le sait, il y a des gens qui le voient au début, qui se disent... il n'a pas la tête ni le comportement du VC habituel, quoi. Arnaud, c'est le mec qui est... Quand on fait une teuf au Club Med avec tous les invités de Génération Turcel, va prendre les platines et va mettre le feu sur le dance floor. Et pour autant, c'est le mec qui a le plus d'entrée aux gens et le plus génial que je connaisse sur plein de choses. Et qui sait s'entourer, en fait. Et qui sait s'entourer, mais très bien. Et qui sait... Enfin, moi, j'ai très vite compris pourquoi il m'avait convaincu de venir ici, parce que le mec est dans la persuasion un type extra et visionnaire. Et tout ça pour dire qu'à un moment, moi, ce que j'aime dans cette équipe, c'est qu'elle est très différente. Avec Marie, en plus, qui est arrivée, et toi, qui a peut-être plus le profil de l'emploi, en l'occurrence, et puis très américain dans l'approche, etc. En fait, je trouve qu'on a un côté très différent. Et moi aussi, hein, d'ailleurs. Soyons honnêtes, tu vois, très différent de tous les autres fonds. J'aimais bien le fait qu'il soit à Montpellier, que Marie soit in and out, je sais jamais où elle est, à Londres, à Paris, etc. Et je me suis dit, finalement, le prochain bureau, on devrait l'ouvrir à Berlin, ou à Madrid, ou à Milan, ou à Tallinn, tu vois. Enfin, à Tallinn, c'est probablement trop petit encore, tu vois, mais... C'est pas une mauvaise idée. Ou à Stockholm, tu vois, mais... Stockholm, on a regardé. Et donc, en fait, je me disais, tu vois, ne pas aller comme là où vont tous les autres. Et je pense que les États-Unis, et je vais rebondir sur ton point, les États-Unis, on va là où les autres ne vont pas forcément. Il y a eu pas mal d'annonces, là, avec First qui a ouvert un bureau, enfin, qui ouvre des operating partners, Founders Future qui ouvre un véritable bureau mais axé sur du gros. Donc il y a un peu de nouvelles où les gens réalisent qu'il y a quelque chose à faire. Mais il n'y a pas un seul fonds de 60 millions qui prend ce risque d'ouvrir un bureau à San Francisco et d'y envoyer un des partenaires. Et en fait,
je dis risque, mais je pense que c'est un risque de pas l'ouvrir. Je pense que c'est un risque de rester en France. De rester en France dans le sens, c'est un risque qu'on reste tous et qu'on s'encroute en France. On prend ce pari pour nos sociétés, pour nos investisseurs. Et donc, avant de retourner sur les bureaux européens, les 3 dernières raisons pour lesquelles on ouvre un bureau à San Francisco et qui sont les plus pertinentes créations de valeur pour nos boîtes, la première, c'est en fait, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Évidemment, je vais continuer de faire mon rôle de gestionnaire financier de la société française et d'investir en France et en Europe. Mais qu'est-ce que je vais faire passer 10h du matin ou 11h du matin à San Francisco quand il est 20h, enfin 20h, 21h, 22h en France? Je passe toute la journée à créer un réseau de fonds de série A et de seed qui vont vouloir refinancer nos boîtes. En fait, je vais être présent aux événements, je vais écrire, je vais emailer, je vais rencontrer ces investisseurs et leur dire, ah bah tiens, c'est marrant, tu regardes des dossiers dans le quantique. Moi, j'ai investi en 2 boîtes dans le quantique. J'ai Isentronic et j'ai Spectra. Ah tiens, Isentronic, Paul, le fondateur, il sera à San Francisco dans 1 mois. Je vous fais l'intro. Si tu regardes finalement, même déjà, on a commencé, hein, les quelques belles personnalités que j'ai accrochées sur mon podcast. À la Bilal? Non, alors ça c'est non, mais sur Génération Lecture Self. Bon voilà, les mises en relation sont faites. Tu vas les rencontrer à un moment ou à un autre. Ah oui, grâce à toi, bien sûr. Des monstres aussi, hein, de la tech américaine. Donc on va réussir à faire des trucs de ouf. Ouais. Et ce qu'on a fait depuis la France, on doit toucher 10% de ces investisseurs. Et en fait, ils te prennent pas au sérieux tant qu'ils te voient pas. Et en fait, c'est plus, la capitale du VC, c'est les États-Unis. Les Américains, en fait, t'aurais pu dire français. La capitale, les Américains, pour eux, il y a que les États-Unis qui comptent. Mais je parlais d'un par rapport à la France. Par rapport à la j'ai France, compris. Tu vois, mais en fait, t'aurais pas, oui. Oui, mais bon. Et donc, en fait, si je suis pas là en permanence et je suis pas là à échanger avec eux, et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que j'ai cette double culture. En fait, je peux parler en anglais et penser et leur faire croire que je suis américain. Et boum, je peux reparler en français et être français, en fait. Et donc, je pense que ça serait important. Je sens que Sire, ça passe, Augustin, un peu moins. Gus. Écoute, j'ai grandi à m'appeler Gus, ouais, c'est vrai. Je vais retourner à du Gus, mais... Donc ça, c'est le 3e, et je pense que c'est vraiment important. C'est, en fait, il y a un vrai problème. Il n'y a pas assez d'argent en Europe, il n'y a pas assez d'argent deep tech en plus. Il faut que nos boîtes partent aux États-Unis, et je vais essayer d'être ce pont, développer ce pont pour revenir, pour que nos boîtes soient refinancées par des... Tu vois, Encoding, Francesco, là, je suis pas encore ce pont parce que je suis pas là, mais Francesco Manegatti de Encoding, il vient de faire son seed de 12 millions. Il a levé avec Maverick un fonds de San Francisco. Et c'est exactement ce genre de réussite que qu'on a envie de répliquer sur toutes nos boîtes. Tu vois, sur nos prochaines boîtes qui veulent lever, leur permettre, viens à San Francisco, je te fais les 15 premiers rendez-vous, tu trouves les 15 autres. Tu deviens leur banquier d'affaires, leur leveur de fonds quelque part. Un peu. Tu prends une commission là-dessus ou pas? Interdit. Sinon, on devient broker-dealer aux États-Unis et ça, et ça, c'est grosse amende. Donc non, interdiction. Mais de toute façon, c'est pas notre modèle. Je sais que c'était une blague, mais je préfère le dire. Le 4e, et je pense que c'est un point qui est très important, qui joue avec. T'as 90% des sorties au-dessus de 300 millions d'euros. Elles sont faites par des acheteurs américains. Et à partir de ce moment-là, toute la réflexion d'un fonds, ça devrait être de comment je fais pour que mes boîtes soient en face de clients américains. En fait, tu vas pas être racheté par un Américain s'il te connaît pas. Ouais, faut vraiment être en l'occurrence, l'exception, quoi. Le Spotify, tu vois, l'exception européenne, le Lovable éventuellement. Faut être l'exception. Et encore, ce que je veux dire, moi, j'ai fait 2 ans de M&A au début de carrière. En fait, tu rachètes pas une boîte que tu as rencontrée il y a une semaine ou 2 semaines, un mois. Tu rachètes une boîte. Tu as vu le gars il y a 2 ans, la nana il y a 3 ans, tu l'as revu, tu machin, c'est ta confiance. Et donc, t'as beau être le plus beau en France, et en Allemagne, si 90% des achats sont faits par un Américain, il faut que l'Américain te connaisse dès maintenant, en fait. Et il faut que l'Américain te voit grandir, et dans 2 ans, il se dit « Ah, ok, d'accord, ce gars-là, il a bien évolué, je le rachète. » Et donc, en fait, ma quatrième casquette là-bas, c'est de développer ce réseau de clients potentiels, d'acheteurs potentiels. Je regardais, tu dois connaître le site Luma. Tu sais, lu.ma, c'est le nouveau Eventbrite, un peu à la mode. Oui, d'accord, ouais. Tu regardes le Luma de San Francisco, t'as un événement par jour dans une scale-up de fou. T'as Mercury, tu sais, c'est le Revolut business local. Ouais. T'as Samsung, t'as Nvidia, qui organisent des événements tous les jours. Et en fait, c'est à ce type d'événement que je dois être présent, que je dois me présenter, que je dois présenter OVNI et que je dois présenter nos sociétés.
Et un jour, je vais me retrouver, il y a beaucoup de sérendipité là-dedans, je vais me retrouver dans un événement organisé par Nvidia. Tu auras le corp dev Photonics, j'invente, qui va dire, nous, on parie à fond sur la photonique. Il nous manque ce module-là, et je vais dire, tiens, c'est marrant, tu aurais rencontré Encodine. Ouais. Et en fait, je pense que mon rôle, ça va être d'essayer d'être cet ambassadeur de OVNI Capital, de OVNI Venture 1, pour qu'un jour, nos boîtes deviennent clientes et qu'un jour, nos boîtes soient rachetées par ces gens-là. En revanche, je suis très inquiet parce que si mes calculs sont bons, tu vas te lever très tôt. Ouais, exactement. Si tu veux faire ce genre de truc, tu vas te coucher très tard, quoi. Alors, il va falloir que tu dormes au milieu de la journée. Je sais pas comment tu vas faire. Alors, tu sais que c'est un excellent point. Tu sais, on parlait tout à l'heure de risques désorganisationnels pour les boîtes qui font le grand écart Europe-San Francisco. Ouais. En fait, c'est assez intéressant. Il y a une culture à San Francisco de se lever tôt. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le dernier fuseau horaire au monde qui se réveille. Il y a personne après. Bon, il y a Hawaï, mais c'est tout en fait. Et donc, la décision qu'on a prise en interne, c'est moi, je commence mes journées là-bas à 6 heures, qui est l'équivalent de 15 heures en France. Mais en fait, je suis pas le seul. J'ai pas mal de potes du lycée. Moi, j'étais au lycée aux États-Unis, qui bossent à San Francisco. Et c'est vrai qu'il y a une vraie culture de on se réveille à 5 heures, on se réveille à 5h30, on se réveille à 6 heures, on commence tôt. Et donc, un exemple qui est débile, mais l'école de mes enfants là-bas, elle commence à 7h45. Et elle finit à 15h. Et je reparle du pauvre Hugo M. Salem qui s'était fait clasher, mais quand il dit je serais ravi de dîner avec vous à 18h, en fait, il a pas tort. Il y a des gens qui vont dîner à 18h. Et donc, t'as raison, il y aura peut-être des grosses journées. Je pense que les événements sont pas si tard. T'auras des événements tard. Ça fait partie on est des entrepreneurs, hein. OVNI, c'est un projet entrepreneurial. Moi, si on veut que ce soit une réussite, j'ai sacrifié ces 3 dernières années, mais c'est pas la fin des sacrifices, hein. T'as raison là-dessus, hein. Ce qui est très drôle, c'est que il y a l'année dernière, quand on a fait notre docu aux US avec l'équipe de Génération Do It Yourself, on a fait un drink qui s'est transformé en dîner avec plein de Français. C'était extra à San Francisco. Certains qu'il faut que je te présente. Et on a dû dire 20h30 ou 21h parce qu'on avait des trucs avant, etc. Alors déjà, tout le monde nous a dit what? Et en fait, le restaurant à 10h est fermé, quoi. Tu vois, c'était vraiment une sortie dehors, quoi. Tu vois, quasiment. J'exagère à peine, hein, mais c'était très drôle. Ok. Et donc, j'en étais pas conscient. Moi, je viens pas de San Francisco, hein. J'ai grandi à New York. Donc, San Francisco, ça fait 8 ans que je suis en France. C'est un pays que j'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, je ne pars pas de France parce qu'il y a pour des raisons propres à la France, je pars temporairement parce que je pense que pour le bien de mes startups, de nos startups, pour le bien de nos investisseurs et pour le bien de la réussite de cet écosystème tech européen, il y a besoin de les accompagner là-bas. Très bien. Et le 5e point, et ensuite on a fini sur les points, nos 190 souscripteurs aujourd'hui, il y en a 85% qui sont en France. Il y en a beaucoup qui ont été mêlés au réseau, l'écosystème américain parce que, comme on le disait, les rachats sont généralement faits par des Américains. Ouais. Et en fait, je l'ai vu chez NewFund. NewFund avait 1/4 de ses souscripteurs aux États-Unis. Et en fait, je l'ai vu quand on arrivait à solliciter ce quart de souscripteurs aux États-Unis, qui sont d'une aide formidable, les souscripteurs. Le souscripteur est d'une aide formidable. Donc, s'il peut être aux États-Unis, tu sais qu'il va accélérer ta boîte aux États-Unis. Donc, moi, ce que j'aimerais bien sur un 5e point, et peut-être dans un 2e temps, c'est de commencer à développer un réseau d'investisseurs potentiels pour le fonds numéro 2. Mais de toute façon, il n'y a rien à lever aujourd'hui, on lève nulle part. Mais commencer à développer ce réseau et voir à quel point ces gens-là, même s'ils n'ont pas investi chez nous, ils arrivent à accompagner nos startups du fonds 1. Tu vois, j'invente, mais un Encodine, je suis sûr que ça va intéresser des investisseurs. Oui. Ils vont voir comment on travaille et ils vont se dire, ok, j'investis dans le fonds 2. C'est la même chose que ce que tu disais sur les startups, c'est qu'ils ont besoin de te connaître pour t'avoir Exactement. vu et se dire, ah tiens, ce fonds-là, moi, il va m'ouvrir une porte vers l'Europe. L'Europe, ils sont quand même pas si mauvais sur la deep tech, etc. Ils ont un bon track record, je vais chez eux. Donc ça, c'est sûr que c'est super intéressant. On veut devenir, en fait, comment moi je vais réussir à convaincre, on vend rien. Je veux bien le dire au micro, on n'a pas le droit de vendre aux États-Unis. Enfin, on ne vend rien aux États-Unis. Il faudra qu'on ait l'accord de société de gestion aux États-Unis pour pouvoir le faire. Mais tu pourras toujours leur dire, regardez, j'ai une société qui va aux États-Unis. Est-ce que ça vous intéresse de leur parler, de travailler avec eux? Donc ça va être un de mes jobs.
Et je pense que ça va être win-win parce qu'ils vont voir comment on travaille, ils vont voir qu'on est cette tête chercheuse de belles boîtes deep tech européennes. Et quand on lèvera un fonds 2 et qu'on sera agréé aux États-Unis pour le faire, ils pourront investir. Très clair, très chaud. Mais après, j'irai encore plus loin. Moi, je pense que dans ma thèse, il faudra qu'on aille peut-être à Hong Kong sinon aussi. Hong Kong, Hong Kong, je sais pas, ouais. Alors, c'est qu'Hong Kong, ouais, bon, je veux pas faire de politique, mais je pense que c'est pas évident par rapport aux restrictions, KYC qu'on a. Ouais. Mais, non, mais en revanche, excuse-moi, mais tu as parlé tout à l'heure de l'Europe. On parle de 2026 et des enjeux OVNI. OVNI, aujourd'hui, c'est 6 personnes. Oh, pardon, mais pourquoi j'ai dit Hong Kong? Je reste là-dessus. Peut-être que c'est pas possible et que c'est compliqué. Peu importe, faut trouver des moyens. Je suis jamais allé, je rêverais d'y aller. Je pense que t'adorerais, mais je pense que en fait, tout comme il faut s'ouvrir aux US, qui ont quand même une tendance à se fermer eux-mêmes. Moi, je crois en l'ouverture et il faut surtout absolument garder les ponts et être de ceux qui les laissent et pas nous-mêmes se refermer. Je pense qu'il faut être ouvert au monde entier et qu'il se passe tellement de choses de l'autre côté du monde que se dire juste pour des questions de principe, non, je vais pas là-bas. Non, le réglementaire, c'est autre chose. C'est pas des questions de principe. Hein. Nous, nos boîtes, en vrai, on a, Resolve Tro, ils vendent au Japon. Ouais. Mais c'est le Japon, c'est pas la Chine. Bon, mais ça sera pour un autre épisode, ça. Ce sera pour un autre épisode. Mais je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, on voit bien que la croissance, le moteur de croissance du monde, il est quand même là-bas. Hein. Et ouais, c'est pas fini après, ouais. Il va se passer des choses. Il y a des enjeux aussi. OVNI, c'est 6 personnes aujourd'hui. C'est fou. C'est 6. Il y a 3 nationalités, on va dire. Il y a américain, français, anglais. Tout le monde parle français. Mais je pense que le vrai enjeu pour nous, c'est de devenir une société européenne transatlantique. Européenne dans le sens où basée en Europe, mais avec cette vision transatlantique. Et comment on fait ça? En fait, aujourd'hui, s'appeler OVNI, c'est quand même très connoté en France. Oui. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que dans les pays anglophones, les gens comprennent pas très bien ce que ça veut dire. Donc en fait, on peut leur dire ce qu'on veut. Ils le voient pas comme, tiens, c'est OVNI, c'est un truc français. Ouais, et puis si tu fais bosser ChatGPT, il va te trouver 40 bonnes raisons de t'appeler OVNI. On a Obsessive Visionaries Navigating Impossibilities. Tu vois, et ça, j'aime bien, c'est visionnaire obsédé, enfin obsédé dans le sens anglais, qui navigue les impossibilités. Et l'impossible, pour moi, c'est un mot positif. Donc c'est pour ça que j'aime bien. Ensuite, tu as raison, chacun met ce qu'il veut. Mais au-delà de ça, faut vraiment qu'on arrive à recruter des gens qui ne parlent pas français, des gens qui pensent différemment. C'est ce que tu disais tout à l'heure. On est tous très différents en fait. Aujourd'hui, on paraît tous assez similaires. Toi, moi, Arnaud, Marie, Thomas et Laure. Mais en fait, on est tous très différents. Il y a personne qui a eu la même éducation, personne qui a eu la même. Et en fait, je pense qu'il faut continuer. Ça nous permettra d'être plus forts. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de parler à 2 profils qui nous rejoindraient. Et il y en a une qui est à Berlin, l'autre qui est à Barcelone. Barcelone, ouais. Et est-ce que demain, c'est un monde où en fait, on a un bureau à San Francisco, Berlin, Barcelone, le reste à Paris et un peu Londres? Peut-être, pourquoi pas? Il faut qu'on Offsite à Berlin et à Barcelone, je suis chaud. 2027, 2026. Possiblement. Et je pense que c'est un des vrais enjeux 2026. Alors nous, on a déjà commencé à tout mettre en anglais. Ouais. On a déjà des sessions hebdo où en fait on se parle tous en anglais. On a des comptes rendus en anglais, comme ça permettra à la personne qui arrive parce que sinon en fait on va être dans 10 ans, on est une boîte française quoi, et on n'arrivera jamais à faire rentrer quelqu'un. Les Allemands, ils sont bons là-dessus. Les Allemands, dans leur start-up, à partir du 4e ou 5e employé, il n'a plus le droit, enfin le 6e, théoriquement, n'a pas besoin de parler allemand, n'a plus le droit de parler allemand. Et donc comme ça, en fait, ils embauchent quelqu'un qui parle pas allemand. Et c'est qu'on va devoir tourner en anglais notre 4e épisode. Tu sais que c'est marrant parce que dans une des recrues qu'on souhaite faire, elle nous a dit, moi, une inquiétude que j'ai, c'est que mine de rien, vous communiquez beaucoup encore en français sur LinkedIn. Vos podcasts, ils sont en français. Écoute, c'est toujours très chelou de voir 2 Français parler anglais, mais ouais, mais c'est marrant parce que c'est en effet bizarre et à la fois les Allemands s'y ont habitués, le reste s'y est habitué, mais on va y arriver. Mathieu, voilà, exactement. Ensuite, on pourra toujours avoir enfin, ça c'est toi le chef, hein. On pourra toujours avoir 2 contenus, le contenu français et tu vois, moi à San Francisco qui fait de l'anglais. Ouais, exactement. Ouais. Est-ce que c'est 2 chaînes? Bon, ça, je laisse ça aux professionnels du podcast
qui a eu sa pleine page dans les Échos ce week-end. Ah là là, m'en parle pas, merci. Gus Sire, we will find you on LinkedIn. Tu vas changer ton nom alors en Gus, c'est bien. Non. Et puis la société là-bas va s'appeler UFO. Merci en tout cas, trop content d'avoir fait cet épisode et de comprendre un peu tous les dessous. Bon, après, j'en ai quand même certains que je connaissais, parce que je vais inquiéter tout le monde qui se disent mais le mec il débarque à chaque fois. Moi, je suis ravi et tellement heureux de participer à cette aventure. Envoyez-nous des dossiers de boîtes dans lesquelles investir, tous les projets les plus fous et les plus impossibles et les plus ambitieux. C'est vraiment ça qu'on cherche. T'es dans les cartons là, c'est bon, c'est parti. Dans les cartons, ouais, dans les valises, dans les grosses valises. Ouais. Si dans les cartons et dans les valises, t'avais un livre à me laisser et à laisser à tout le monde qui nous écoute là, qu'est-ce que tu recommanderais? Un livre que t'as lu tout dans ta vie ou cette année, un truc passionnant. Là, je vais te recycler du vieux, je suis pas prêt, mais moi mon favori ça reste Zero to One. Ok. C'est Peter Thiel, toujours. Peter Thiel. Ouais. Ça reste. Relire. Tu l'as relu? Je l'ai relu quand j'ai recommencé en 2023, ouais. Okay. Parce que je me suis dit, il faut bien que je me remette dans le mindset. Et en fait, je pense que tant que tu l'as pas lu, il a un peu vieilli et c'est marrant, je bug sur un livre que je pourrais te recommander, mais Zero to One, ça reste ma Bible. Ok. Eh ben, on va relire ça. Merci, Augustin. On te suit sur LinkedIn, sur Insta. On va suivre un peu ton déménagement de près. Et puis nous, on va continuer à fond ici à Paris. Merci. Et voilà, partagez cet épisode autour de vous. On veut continuer à faire cette boîte en public. Je vous le voyez, hein, je m'attache absolument à ce qu'on raconte pas que le bien et qu'on raconte tout ce qui se passe en dessous. Et moi, je suis trop content de cette aventure. J'ai beaucoup de chance. Merci, Gus. Et puis, content que tu partes là-bas parce que je pourrais venir te voir. Ça me donnera une bonne excuse. Tu viens en mars, non? Peut-être que je viendrai en mars. On va à South by Southwest. Ah, et on va emmener du monde à South by, d'ailleurs, ceux qui voudront venir, ceux qui nous écoutent. Voilà. Et puis après, je passerai sans doute peut-être à SF et à New York, à voir. Je préviendrai ma femme, je dirais, bon, Mathieu, il dort. Non. Moi, j'aime bien les bons hôtels. Allez, salut, je ne me payerai pas sur OVNI. Salut, bisous. Ciao. Ciao.